Aujourd'hui, à Plein Potentiel, j'ai l'immense privilège d'accueillir Ravi Pore, qui est une figure influente dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ravi, tu es associée en IA et données chez Deloitte. Tu es fondatrice de l'organisme Héros de chez nous. Tu es autrice du livre Coder son destin. Mon Dieu, tu fais tellement de choses. C'est tellement inspirant. Je suis vraiment, vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Merci de me recevoir. Merci de prendre le temps. Oui. J'ai lu ton livre et j'ai envie de commencer avec ça parce que j'ai l'impression que dans l'univers de l'intelligence artificielle, les gens te connaissent. Évidemment, ça fait de nombreuses années, ça fait plus de 18 ans que tu évolues dans cette sphère-là. Mais c'est vraiment avec ton livre, j'ai l'impression que ton histoire a pu être partagée au grand public. Donc, comment est-ce que cette opportunité s'est présentée dans ta vie? Puis, on va aussi parler de ton parcours à travers ça. Avant de débuter, est-ce que tu me permets de te demander qu'est-ce que tu as préféré ou qu'est-ce qui est venu te chercher plus dans le livre? Ben, c'est certain que moi, c'est le empowerment au féminin. C'est vraiment ça qui vient me chercher, qui m'inspire. Donc, c'est à travers tout ton parcours, j'ai l'impression que jamais t'as laissé ta place. Donc, c'est pas nécessairement des anecdotes précises, mais je pense que c'est réellement ta personnalité puis cette confiance-là que tu as bâtie, cette résilience aussi que je trouve vraiment inspirante. Donc, même si on met vraiment tout le volet intelligence artificielle de côté, puis oui, c'est spécifique à ton histoire, mais au-delà de ça, je pense qu'en tant que femme issue de la diversité aussi, la place que tu as pris puis qui t'était méritée 100%, je pense que c'est vraiment ça là, qui est venu me chercher. Merci pour le partage. Je te dirais que ça a commencé en 2018. En 2018, c'était une des premières fois qu'on m'avait demandé pour d'écrire par rapport à moi. Mais par rapport à moi, c'était plus par rapport à l'intelligence artificielle. En fait, c'était Marie-Claude Lortie qui était à ce moment-là à la presse. Et puis, elle voulait parler de l'intelligence artificielle parce que j'étais dans le domaine aussi de la finance. Puis, je me suis dit, OK, intelligence artificielle, ça fait déjà un bout de temps que je suis là-dedans. Et puis, je me suis dit, ben pourquoi pas? Parce qu'il y a énormément d'éducation et de sensibilisation à faire face à l'intelligence artificielle. Et puis, on avait fait partie d'un panel ensemble à travers une conférence. Donc, je faisais déjà des conférences. Et à travers de notre conversation, elle apprenait aussi à me connaître, j'apprenais à connaître qui elle était aussi. Et puis, quand l'article est sorti, à ce moment-là, j'étais en mission commerciale au Portugal, au Web Summit. Donc, je représentais le Canada. Et c'est là que l'article est sorti. Et j'étais extrêmement surprise parce que l'article ne parlait pas juste de l'intelligence artificielle, du secteur de la finance, comment le marché évolue en IA, mais ça parlait de moi en premier et de ma famille. Et j'étais extrêmement mal à l'aise, tellement qu'après avoir lu quelques lignes, j'ai arrêté de le lire. Ah oui. Et je me suis dit, je vais continuer plus tard parce que je suis vraiment pas à l'aise. Qu'est-ce qui a créé ce malaise-là à ce moment-là? Et ben, c'était surprise. Donc, c'est pas juste de l'intelligence artificielle, mais aussi, je me sentais vulnérable à partager mon histoire personnelle parce que je savais pas que ça allait se retrouver là. Et puis, ben, Marie-Claude, elle a vraiment l'œil aussi pour voir qu'est-ce qui fait du sens également. Elle connaît bien ses lecteurs. Mais à ce moment-là, j'étais pas prête à poursuivre la lecture. Et lorsque j'ai continué plus tard, donc ça m'a pris quand même 24 heures pour continuer à le lire et j'avoue que je savais même pas qu'il était encore sorti parce que j'étais au Portugal. C'était vraiment des amis qui ont commencé à m'envoyer des textos puis je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. On m'envoyait plus de textos que d'habitude pour voir que c'était vraiment dû à l'article. Donc, un malaise de partager mon histoire quand je savais pas que c'est ça que ça allait donner. Donc, ce malaise-là s'est poursuivi pendant quand même quelques jours jusqu'à ce que j'ai vu le côté positif aussi. C'est-à-dire que ça venait chercher des personnes et des personnes qu'on n'entend pas nécessairement la voix. Et des personnes qui se sont reconnues à travers de cette histoire-là. Donc, ça a commencé de cette manière-là. Donc, merci à Marie-Claude aussi. Oui, c'est ça. C'est là que tu as reconnu qu'il y avait une pertinence à partager ton histoire personnelle parce que avant, tu t'identifiais
précisément à l'intelligence artificielle, à ton expertise professionnelle. Mhm. Puis une fois que tu as compris que ton histoire personnelle aussi pouvait créer de la valeur, là, tu l'as saisi. Ça, tout à fait, ça crée une valeur, mais cette valeur-là, j'étais plus habituée de la partager dans des moments qui étaient très différents, pas sur, entre parenthèses, la place publique. Mhm. Donc, c'est là que je me suis dit, bon, OK, il y a quelque chose. Cependant, j'étais aucunement prête à créer un livre, écrire un livre en collaboration avec Malinavia. Et c'est vraiment à travers ces étapes-là qu'on m'a dit, tu devrais écrire un livre. Et j'ai dit non. Non, vraiment pas. Je ne suis pas Oprah. Je ne suis pas Malala. Qu'est-ce que j'ai à partager comme histoire? Et puis, à chaque fois que mes collègues, mes amis me voyaient dans les conférences, je recevais souvent les mêmes questions, c'est-à-dire, oui, sur l'intelligence artificielle, mais aussi en tant que personne, comment est-ce que j'ai fait pour prendre cette place-là ou avoir ces places ou atteindre certains objectifs que j'avais. Puis, à travers le temps, à un moment donné, ça faisait quand même 7 ans qu'on me demandait les mêmes questions. Et puis, 5 ans après la première fois qu'on m'avait dit « Tu devrais écrire un livre », je me suis dit « Tu sais quoi? Je suis prête. Mhm. Je suis prête. » Alors, j'ai contacté Marie-Claude, Marie-Claude Lortie. Je lui ai expliqué mon projet et puis j'ai dit « Je connais personne dans ce domaine-là, c'est pas mon domaine. Qui sont les personnes que tu me conseilles d'aller voir? » Et puis, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et bien sûr, j'avais un chiffrier Excel avec tous mes chapitres, avec un peu le titre, à quoi ça ressemble, aussi quelques phrases sur chaque chapitre avec des exemples concrets, parce qu'il fallait que ça soit structuré lorsque je fasse lorsque je fais une présentation à la maison d'édition. Shout out à KO Édition. Et puis, c'était vraiment drôle parce que la première version du livre, c'était intéressant, mais on est plus intéressé à ton histoire qu'à partager un autre type d'histoire. Ouais. Donc, j'avais un autre type d'histoire que je voulais raconter, mais finalement, c'était cette histoire-là qui a plus capté l'attention. Oui. Puis ton livre, justement, il débute avec le début de ton histoire. Donc, le moment où tes parents sont arrivés au Canada, ils ont fui le génocide cambodgien. Mm-hmm. Est-ce que ça a été difficile pour toi de partager certaines de ces anecdotes personnelles? Est-ce que tes parents, est-ce que tu as dû avoir des discussions avec tes parents? Parce que c'est ça, tu le nommes, tu as grandi dans un milieu qui était modeste. Comment, en fait, ça a été quoi la réponse de ton entourage là, quand tu leur as dit « Hey, j'écris un livre, puis vous allez dedans ». Je dirais que le plus complexe, mais qui s'est quand même bien passé, c'était avec mes parents. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de leur histoire personnelle durant le génocide qu'ils ne voulaient pas discuter. Puis je crois aussi en termes culturels, en général, dans mon entourage, en tout cas, les Cambodgiens ne partagent pas beaucoup cette histoire-là, à part qu'ils sont passés à travers d'un génocide. Mais c'est plus une histoire que c'est du passé, on passe à la prochaine étape. Donc, de revenir et de leur poser des questions. Et puis, parfois, ils ne voulaient pas répondre. Donc, il faut aussi que je prenne le temps et que je respecte leur espace. Et des fois, je demandais par rapport aux personnes qui étaient décédées, mais ce n'est pas des choses nécessairement qu'ils voulaient parler. Mais le silence et les pauses en disent beaucoup. Ouais. Donc, c'était de leur demander ces questions, qui se remettent dans cet état d'esprit-là, qui se rappellent certaines histoires, autant des positives que des négatives. Donc ça, pour eux, je crois que c'était pas simple. Puis je m'en souviens à chaque fois que j'appelais ma mère, chaque fois que j'appelais mon père ou j'allais les voir, je leur demandais des questions, je prenais des notes. Et puis à travers le temps, c'est comment aussi on va plus en détail dans certains sujets et que d'autres, on les laisse de côté, que c'est plus personnel. Oui. Est-ce que tu as appris beaucoup sur toi à travers ce processus-là? Est-ce que c'était des questions que tu leur avais déjà posées avant ou c'était, ça a enrichi un peu ton oui, histoire? À 100%. Il y a certaines questions que j'allais pas plus pousser. Mais là, dans un livre, t'es comme, ben oui, j'ai peut-être besoin d'une réponse. Mm-hmm. Mais oui, j'ai appris des nouvelles informations.
j'ai pas appris des nouvelles choses sur eux, mais j'ai appris des nouvelles informations sur ce parcours-là. Ouais. Et puis, de mon côté, je me connaissais déjà assez bien et j'ai déjà fait le processus d'aller voir une psychologue dans ma vingtaine. Donc, je me connaissais bien. Cependant, il y avait certains mots aussi que je devais m'assurer de bien raconter une histoire pour la raconter à quelqu'un qui ne me connaît pas nécessairement, ou de creuser certaines informations ou avoir ce type de réflexion-là, peut-être plus d'une différente manière, d'une différente perspective. Mm-hmm. Puis, à travers je vais utiliser ton livre, en fait, comme référence pour avancer dans ton parcours, mais l'école, ça n'a pas été nécessaire. On pourrait croire là, que tu as une facilité académique, étant donné le domaine dans lequel tu évolues. Tu as des études en mathématiques, tu es mathématicienne, tu évolues dans l'univers de la donnée, du chiffre, etc. Donc, on pourrait supposer que l'école, c'était facile, mais tu as vécu quand même des hauts et des bas là, à travers ton parcours académique. Pourquoi? Raconte-nous comment ça s'est passé. Au primaire, c'était difficile parce que je parlais pas le français jusqu'à l'âge de 7 ans environ. Et ils se sont seulement rendus compte que je parlais pas le français lorsque je copiais dans les examens écrits papier. Donc, quelqu'un de 7 ans qui copie, c'est assez évident pour se rendre compte que finalement, c'était pas un retard ou des enjeux d'apprentissage, c'était tout simplement que je parlais pas la langue. Et j'étais la seule dans la classe aussi. Il n'y avait pas beaucoup de personnes. J'étais la seule qui était avec l'orthopédagogue. Puis finalement, c'est comme, c'est juste du français, il faut seulement le pratiquer. Parce que à la maison, c'est le cambodgien. À la maison, c'est le khmer. Et puis, à partir de là, ça a seulement évolué. Puis je sens que j'ai eu un épanouissement académique, disons, au secondaire. Donc, au secondaire, ça allait bien. J'étais douée à l'école. Et puis ensuite, cégep, c'était correct, c'était normal. Puis ensuite, à l'université, j'aimais beaucoup qu'est-ce que je faisais. Je voulais être mathématicienne. Donc, j'ai pris Université de Montréal en mathématiques. Puis finalement, à travers la vie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que une de mes meilleures amies est décédée. Et puis, c'est pas ça que tu te dis à 20 ans quand tu es à l'université, que je dois passer plus de temps avec mes amis parce que je sais pas si je vais les revoir. Ouais. Mais j'allais à l'école, j'étais à 1h30 de transport en commun de l'école, aller-retour 3 heures. Quand je travaillais, c'était 3h30 par jour. Puis, j'étudiais le soir. Le soir et le week-end, je travaillais. Puis, j'avais pas pris assez le temps. Donc, ça m'a beaucoup affectée de voir que tu le sais que la vie est fragile, mais tu le sais pas non plus. Tant que ça t'arrive pas. Exactement. Donc, des personnes qui avaient... C'est des personnes âgées qui, avec le temps, étaient plus parmi nous, c'était normal, mais une personne qui est ta meilleure amie, qui a 20 ans, puis qui décède, c'est pas normal. Donc, c'est là que ça m'a créé ce choc-là et ça l'a affecté mes notes. Ça l'a affecté mes notes. Puis, lorsque j'essaie d'expliquer ma situation avec mon background, d'où est-ce que je viens, qu'est-ce qui m'arrive, c'est pas tout le monde qui était empathique. Cette diversité de parcours-là, c'est pas tout le monde qui l'avait nécessairement. Et puis, j'ai gradué. J'ai remonté mes notes, mais pas assez pour aller en maîtrise. Et je voulais aller en maîtrise. Mais je travaillais déjà. Je travaillais dans mon domaine dans lequel j'avais étudié. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? C'est que j'ai quand même appliqué pour la maîtrise. Je me suis dit, tu sais quoi, il faut que j'essaie. Au pire, ça va être un non. Ouais. Qu'est-ce qui peut être pire que ça? J'ai perdu 80 $ pour l'admission, puis voilà. Donc, j'ai appliqué, j'ai été refusée. J'avais même des lettres aussi pour expliquer ma situation, mais c'est pas grave. C'est pas ça le plus important. Puis, j'ai étudié dans un autre domaine qui était, vu que je travaillais dans le domaine financier à ce moment-là, dans mon domaine, en sciences de données, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire un certificat en finance au HEC. J'ai fini avec une mention d'excellence. J'ai été à l'école à temps plein et j'allais au travail à temps plein. Puis on s'entend, c'était par choix que je faisais du temps supplémentaire au travail aussi. Puis le soir, j'allais à l'école.
Ensuite, j'ai réappliqué à l'université en maîtrise et ils m'ont refusé encore. Puis là, j'ai demandé pourquoi, j'ai remonté mes notes, j'ai des mentions d'excellence, etc. Puis on m'a dit, ben écoute, nous, on prend les meilleurs. Bon, ça veut dire que tu fais pas partie des meilleurs. Ouais. Mais... OK, parfait. Donc là... Puis toi, la maîtrise, en fait, c'était quoi ton intérêt? En fait, où ça allait t'amener de différent d'avoir une maîtrise ou non? Moi, je voulais continuer à apprendre pour être meilleure dans qu'est-ce que je fais parce que mon rêve, c'était, je suis mathématicienne et après, je veux l'appliquer aussi. Autre que de l'appliquer en programmation, ben, je veux continuer à parfaire mes connaissances. Ouais. Donc, appliquer une deuxième fois, on m'a refusé une deuxième fois, j'ai demandé pourquoi. Il n'y avait pas de raison en particulier. Je gérais à ce moment-là des projets en sciences de données. Donc, j'ai fait un certificat en gestion de projet. Je l'ai encore fait à temps plein. Chose que je ne suggère pas nécessairement quand on travaille à temps plein. Peut-être plus à temps partiel, si à l'école. Mention d'excellence. J'ai réappliqué une troisième fois. Et puis là, j'ai été acceptée. Mais on s'entend que il y a des années qui sont passées à travers ça. Ouais. Mais j'ai continué à évoluer à travers mon job. Et puis, par choix, je faisais du temps supplémentaire. J'aimais beaucoup qu'est-ce que je faisais et j'apprenais énormément. Donc, ça m'a permis aussi d'évoluer. Puis, lorsque je suis rentrée en maîtrise, c'est là que je me suis rendu compte que j'apprenais rien dans mon domaine. À cause du programme lui-même ou parce que tu connaissais déjà? Ou... Je l'avais déjà appris sur le terrain c'est ça. Pendant plusieurs années. Mm-hmm. Et c'est là que j'ai parlé au prof. Puis le prof m'a dit, Ravi, est-ce que tu es là pour un papier ou tu es là pour apprendre? Là, j'ai fait, c'est vrai. Alors, je suis devenue une drop-out. J'ai arrêté parce que j'apprenais pas. Puis tu n'avais pas besoin du papier? Non, j'ai pas besoin du papier. Et j'ai continué à apprendre d'une autre manière, c'est-à-dire des formations en ligne, où est-ce que j'ai appris d'autres langages de programmation, où est-ce que je me suis formée dans d'autres volets qui sont reliés à la science de données et l'intelligence artificielle. Puis pour finalement me dire, OK, maintenant, j'ai maîtrisé qu'est-ce que je voulais maîtriser, quel est le lien avec l'industrie aussi. Donc, j'ai décidé de retourner aux études. Là, j'étais rendue à mon 5e diplôme universitaire, par choix, bien sûr, en même temps que je travaillais. Puis, j'ai fait à temps partiel cette fois-ci, une maîtrise en ingénierie. Ah oui? Oui. Oui. Puis, si on revient un peu en arrière, parce que là, tu sais, je pense que ta trajectoire, c'était clair. Tu savais où est-ce que tu voulais t'en aller. Tu savais que tu avais cette volonté d'apprendre continuelle. À partir de quel moment tu as su que toi, les chiffres, c'était ça, tu sais, ta première langue, ultimement, dans le sens où ton cerveau, tu sais, j'ai l'impression que les mathématiques, faut que ton cerveau soit fait d'une certaine manière pour que ce soit simple ou du moins que tu aies un intérêt à pousser ça plus loin. Quand est-ce que ça s'est passé dans ton parcours que tu as fait comme, hey oui, moi, je tripe sur les chiffres, puis la donnée, puis... Les chiffres, c'est une chose. J'aime beaucoup les équations, puis les algorithmes, puis la programmation. Mais je m'en souviens, les premières fois, c'était... je m'en souviens quand j'habitais à Longueuil, dans un bloc appartement. On était au niveau demi-sous-sol. Puis mes parents étaient comme, tu vas pas sortir dehors tant que tu n'as pas récité tes tables de multiplication. Mais ça, c'était tout à fait normal. C'était mon quotidien. Puis à l'école, c'était, vu que je comprenais pas le français encore, la seule langue où est-ce que je me sentais incluse, c'était la langue universelle des mathématiques. Mm-hmm. Puis mes parents, c'est des personnes qui sont des cultivateurs. Donc tout ce qui est planification, gestion, mathématiques, important prévision, pour cultiver. etc. Exactement. Ouais. Donc lorsque tu cultives, tu as développé cette expertise-là aussi. Oui, donc déjà, tes parents avaient ce bagage-là, puis toi, tu avais cet intérêt-là. Donc, c'était nourri aussi à travers votre relation. Est-ce que tu as déjà senti que tes parents te mettaient une pression, justement, tu sais, il y a beaucoup d'enfants, j'ai l'impression, qui viennent d'une deuxième génération d'immigrants,
qui ont une pression de performance ou de réussir ou de dire, ben, tu sais, mes parents m'ont amené ici, il faut que je fasse quelque chose avec cette opportunité-là. Est-ce que tu sentais cette pression-là? Mes parents voulaient que j'aille, bien sûr, en médecine, Mm-hmm. en santé, pas à cause du prestige de la santé, mais vraiment à cause dans une situation en moment de guerre, de génocide, la chose la plus importante, c'est la santé. Donc, ça a été plus influencé par ce volet-là. Et par la suite, eh ben, ils ont vu que j'avais pas d'intérêt vers la santé. C'était pas une pression de performance, mais c'était plus on est venu dans ce pays, dans cette province pour avoir une vie meilleure. On veut juste que tu aies une bonne job et que tu aies une belle qualité de vie. C'est tout. Donc, ils n'ont jamais essayé, à part peut-être initialement de te diriger vers le domaine de la santé, mais après, ils ont respecté ton choix puis ils ont bien vu que c'était vers les mathématiques que tu t'en allais. Mais ils ne savaient même pas qu'est-ce que je voulais faire en mathématiques parce que si quelqu'un te dit « je vais être mathématicienne », tu dis « C'est flou, hein? » OK. Donc, mes parents étaient comme « est-ce que tu vas être comptable? » Non. Banquière? Non. Professeur? Non. Chercheur? Non. OK. Toi, tu le savais-tu, ce que tu voulais faire? Non, je savais que ça allait être avec des maths. Mm-hmm. Donc, j'avais confiance que ma passion pour les mathématiques allait m'amener à quelque part. Ouais. Puis à ce moment-là, une fois que tu as eu ta maîtrise en ingénierie, puis justement, tu le nommes dans ton livre, mais l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau, là. En ce moment, c'est tendance. Ben, pas c'est tendance, mais en fait, je veux dire, il y a une croissance exponentielle présentement. Puis, je veux dire, ça fait partie du langage courant qu'on parle d'intelligence artificielle. Tout le monde commence à l'utiliser également à certains niveaux. Mais c'est quelque chose qui date de longtemps. À quel moment est-ce que tu as eu cet intérêt-là, que tu as eu la piqûre ou que tu as commencé à travailler avec l'intelligence artificielle? En fait, j'ai toujours été dans le domaine. C'est juste qu'avant, on n'appelait pas ça intelligence artificielle. Je faisais de la programmation en statistique avancée, qui était techniquement de l'apprentissage automatique du machine learning. Ouais. Donc, depuis le début, j'ai toujours été dans ce domaine-là. Et j'ai eu un rebranding gratuit de ma job où est-ce qu'on m'a appelée à un moment donné mathématicienne, intelligence d'affaires, analytique avancée, intelligence artificielle générative, agentique, etc. Mais j'ai toujours fait la même chose qui est les mathématiques avancées, les statistiques avancées et la programmation. C'est juste évolué en termes technologiques. Oui. Est-ce que tu dirais que tu étais au bon endroit au bon moment quand ça a explosé, tout ça? Explosé dans le sens positif, là, quand il y a eu cette croissance-là, tu étais déjà là, tu avais déjà ce bagage-là, cette expertise? J'étais déjà là, exactement. J'étais déjà là. Et puis, c'est pas comme si mon intérêt a augmenté par rapport à avant. En fait, il a toujours été le même. Il a toujours été très élevé. Mm-hmm. Oui. Puis, à partir de quand est-ce que tu as su que tu pouvais réellement avoir, à travers cette expertise-là, à partir de cette expertise-là, avoir un impact sur la société? Parce qu'on entend souvent parler de l'intelligence artificielle comme... Il y a beaucoup de gens qui en ont peur, probablement que c'est lié à une incompréhension. Mais toi, tu vois ça de manière très positive. Donc, c'est quoi... tu sais, en fait, premièrement... Comment tu vois ça pour l'avenir? Comment ça peut avoir un impact positif sur la société? Mm-hmm. Au début de ma carrière, je ne voyais pas tout de suite l'impact parce qu'il fallait que je comprenne. Donc, j'étais en mode, j'apprends à programmer en statistique avancée. Puis ensuite, lorsque j'ai maîtrisé cette compétence-là, là, j'ai compris quels pouvaient être les impacts. Ensuite, c'est une expérience, c'est une chose. Avoir de multiples expériences sur différents projets, c'est une autre. Je me suis rendu compte à un moment donné, quand même tôt dans ma carrière, vu que je faisais attention à ce volet-là, vu que je viens de ce background-là, que les algorithmes pouvaient créer des biais. Pouvaient créer des biais, par exemple, est-ce que ça va être des personnes qui vivent dans des milieux défavorisés? Est-ce que ça va être des femmes qui sont des mères monoparentales? Est-ce que c'est des personnes qui sont issues de différents milieux?
Donc, lorsque j'ai compris que les algorithmes pouvaient faire ça, c'est là aussi que j'en ai parlé et que j'ai levé le flag de dire, il faut faire attention. Et aussi de se dire, si c'est pas directement la variable, exemple de genre homme, femme ou autre, ça peut être, on peut recréer une variable qui va être capable de reconnaître cette information-là. Donc, j'ai quand même reconnu tôt qu'il pouvait avoir des biais face aux algorithmes au niveau non seulement de la personne qui le crée, mais aussi à travers de la base de données. Oui, d'où l'algorithme va se nourrir. Là. Exactement. Ouais. Fait que même si l'algorithme est moins biaisé, parce que le biais zéro n'existe pas selon moi, c'est de dire, si les données sont biaisées, ça va donner une réponse biaisée, comme ils disent, garbage in, garbage out. Donc, il y avait ce volet-là. Et puis, dans la situation où est-ce que moi, je viens d'un milieu où plus de la diversité socio-économique, en tant que femme, en tant que minorité, en tant que personne dans ce domaine-là, je me suis dit, est-ce que ça pourrait faire en sorte que des personnes comme moi ou comme ma famille ne pourraient pas avoir certains accès? Mm-hmm. Oui, OK, faut en discuter, faut faire attention, faut être vigilant. Donc, c'est à ce moment-là, quand même tôt dans ma carrière, où est-ce que j'ai compris c'était quoi la puissance des algorithmes. Oui. Puis, probablement qu'il fallait quelqu'un justement, avec ton background pour lever ce flag-là. Parce que des gens qui travaillent dans ce domaine-là, mais qui sont des hommes blancs, vont peut-être avoir une perspective différente ou vont pas penser à ces enjeux potentiels-là. Quand tu as parlé de ça, ça a été quoi la réponse? Parce que, tu sais, ça semble être une évidence, mais est-ce que ça a été justement accueilli par la communauté de l'IA, là, en général? Puis est-ce qu'il y a d'autres chercheurs ou personnalités qui évoluent dans ce milieu-là qui adhéraient à ça? J'ai fait partie de différentes communautés de pratique. Et puis, j'étais pas la seule. Donc, ça, c'était bien. Mm-hmm. Ou sinon, qu'est-ce qui arrivait, c'est que si les personnes n'étaient pas nécessairement au courant ou ils n'avaient pas nécessairement pensé, au moins à travers ces conversations, cette sensibilisation-là, ils étaient plus allumés face à ces sujets-là. Autant que moi, j'apprenais, autant que ces personnes-là apprenaient aussi. Oui, exactement. Puis là, tu continues à faire partie de comités de pratique. Je sais pas comment vous les appelez, là, mais justement, ces genres de discussions-là ou ces comités, tu sièges sur différents conseils d'administration. C'est quoi ton rôle à travers ça? Pourquoi les gens font appel à toi? C'est quoi l'expertise qu'ils veulent aller chercher? Je crois que c'est le fait que peut-être plusieurs domaines, selon moi. Ça fait quand même 19 ans que je suis dans le domaine de l'intelligence artificielle avec ce regard critique-là que j'ai sur les biais, sur les hallucinations, mais aussi pour avoir moi-même programmé une grande partie de ma vie, puis pour créer des systèmes en IA pour des organisations. L'IA responsable, extrêmement important. Donc, je vois qu'est-ce qui se passe localement, à l'international aussi, pour voir quelles sont les meilleures pratiques qu'on peut ramener au sein de notre province, au sein de notre pays, pour avoir une utilisation et un développement responsable de l'intelligence artificielle. Oui. Quand on parle de responsabilité, tu dirais que la responsabilité revient à qui? Est-ce que les gouvernements devraient s'impliquer davantage? Est-ce que ce sont ceux qui gèrent je vais appeler ça des plateformes, là, mais cette responsabilité-là, oui, OK, il y a une responsabilité collective, mais ça, il faut que les gens soient éduqués puis comprennent qu'est-ce que c'est. Fait que comment... Avant d'embarquer là-dedans, moi, j'aimerais savoir, Andréane, est-ce que toi, tu utilises des outils en intelligence artificielle? Oui. Qu'est-ce que tu utilises? De plus en plus. Puis, j'essaie de m'informer de plus en plus aussi. Bon, j'utilise ChatGPT. Oui. J'utilise, quelques logiciels de gestion, plus d'un point de vue automatisation, tout ça. Puis, je suis en train de développer une application mobile. Mais là, c'est pas moi qui utilise les outils, mais l'équipe avec qui je travaille sont en train de bâtir tout ça. Mais je suis très limitée au niveau de mes connaissances. Mais pourquoi tu as décidé d'utiliser des outils en IA? Pour me faciliter la vie puis sauver du temps. Mais c'est bien, parce que la plupart des gens l'utilisent aussi pour sauver du temps. Moi aussi, je l'utilise pour sauver du temps. Ouais. Donc,
pour revenir à la question que tu avais posée. Oui, de responsabilité. La responsabilité, je crois qu'elle est sous plusieurs angles. Donc, si je crée ces algorithmes-là, ben, je dois m'assurer, puis ça, c'est bien sûr, c'est un avis personnel. Je dois m'assurer de créer un algorithme qui est le moins biaisé possible. Ensuite, si je travaille pour une organisation ABC, par exemple, qu'est-ce que l'organisation va faire pour s'assurer que moi qui crée des algorithmes, ça va être moins biaisé? Est-ce que je vais travailler avec des personnes qui ont une expertise qui est différente? Par exemple, quelqu'un qui représente des utilisateurs, des clients, quelqu'un au niveau du domaine légal, éthique. Puis là, on peut nommer plusieurs types de départements pour penser au niveau du risque. Oui. Donc, qu'est-ce que l'organisation va faire? Qu'est-ce que moi, par exemple, qui développe, va faire? Mais aussi, quelles sont les limites de l'organisation? Quelles sont mes limites à moi? Quelles sont les limites de l'organisation? Donc, quelle est la ligne rouge où est-ce qu'on se dit, bien, ça, on le développe. Ça, on va prendre une licence, puis on va utiliser qu'est-ce qui existe déjà. Ou ça, on ne dépasse pas cette ligne-là. Et ensuite, en tant qu'utilisatrice, comment je vais utiliser? Donc, ton exemple, c'était tu utilises ChatGPT. Comment tu vas l'utiliser? Est-ce que tu vas l'utiliser de façon positive ou est-ce que tu vas pousser la machine vers un côté négatif aussi? Ça se peut, c'est possible. Oui. Donc, c'est possible dans un environnement testé où est-ce que tu peux pousser la machine vers un côté qui est plus négatif. Donc, oui, j'ai un regard qui est positif face à l'IA parce que ça dépend de ton utilisation et de ton intention. En général, les gens ont des bonnes intentions, mais ça en prend toujours quelques-uns pour faire en sorte que faut faire attention face à l'IA. Aussi, en tant qu'utilisatrice, est-ce que je suis une utilisatrice avertie? Moi, de façon biaisée, oui, mais les autres personnes, est-ce qu'ils ont cette information-là? Lorsque tu as un nouvel outil, tu as un mode d'emploi. Est-ce que tu vas lire ton mode d'emploi? Ton mode d'utilisation? Beaucoup de monde ne lisent pas. Donc, je ne sais pas, toi, exemple, tu as Instagram, est-ce que tu as lu les termes et les conditions d'utilisation? Bien sûr que non. Exactement. Et de ChatGPT également. Non. Exactement. Donc, c'est ça qui arrive. Oui. Mais c'est de dire aussi, est-ce qu'il y a des termes et conditions d'utilisation, on va les appeler les modes d'emploi, assez simples pour que moi, qui n'ai pas de bac, de maîtrise et de doc en droit, est-ce que je vais être capable de le comprendre? Oui. Donc, il y a une responsabilité au niveau de l'entreprise quand elle communique ces politiques d'utilisation et tout ça, de les communiquer de manière claire, accessible, simple. Après, l'utilisateur a une responsabilité. Il y a aussi la responsabilité environnementale aussi dont on parle beaucoup autour de l'intelligence artificielle, le fait que ça nécessite énormément d'énergie. Souvent, ces logiciels-là, est-ce que, premièrement, est-ce que c'est réel quand même, ça a été démontré. Je me souviens d'une tendance où est-ce que tout le monde faisait comme leur petite figurine là, sur ChatGPT, puis tout ça, puis il y avait eu ensuite des statistiques qui étaient starter sorties. kit. Ouais, exactement. Puis il y a des statistiques qui sont sorties pour dire comme, hey, ça là, ça a généré l'équivalent de X nombre de terrains de football en eau. Ça a gaspillé des ressources pour faire ça. Est-ce que ça fait partie des discussions que tu as, puis de ton rôle aussi là, comme figure influente dans cet univers-là? On m'a demandé la question dans un autre podcast. Moi, j'ai dit, moi, je ne l'ai même pas fait, mon starter kit. Parce que je ne voulais pas donner mon image à cette plateforme que je ne connais pas parce que je n'ai pas lu. Ouais. Donc là, on m'a dit, c'est vrai, je n'avais pas pensé. Donc là, j'ai donné mon image de façon gratuite. C'est vrai qu'ils ont accès à nos images. Par exemple, je dépose des images sur Instagram et d'autres plateformes, mais je ne veux pas une autre plateforme que je ne connais pas qui utilise mon image. Donc ça, c'est déjà de 1. De 2, c'est de se dire aussi, on a une responsabilité également en tant qu'utilisateur, mais pour comprendre c'est quoi l'utilisation, il faut qu'on le sache. Donc, mettons, quand on se brosse les dents, on ferme le robinet. Au moins, on le sait. On le voit aussi. Dans ce cas-ci, c'est abstrait, c'est numérique. Et dans le numérique, on ne le voit pas. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de sensibilisation et d'éducation.
Donc, si l'information était beaucoup plus simple à aller obtenir que, savais-tu que si tu utilisais un moteur de recherche, exemple, ça utilise X fois moins que utiliser un moteur de réponse comme un agent conversationnel. OK. Donc ça allume aussi des informations pour se dire peut-être que je ne vais pas l'utiliser. Mais il y a tout un autre volet aussi qui est au niveau de l'infrastructure, qui est un peu plus en termes d'ingénierie, c'est de dire, quand je stocke de la donnée, est-ce que je le stocke d'une manière simple? Pour donner des exemples. Mettons que tu stockes de l'information sur ton ordinateur. Je vais l'utiliser comme ça parce que c'est sur l'info nuagique. Mais est-ce que tu l'as compressé? Parce qu'à chaque fois que je vais aller chercher de l'information sur la donnée non compressée et la donnée qui n'est pas optimale, ça consomme plus d'énergie. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas juste le côté IA, il y a toute cette éducation-là de comment on stocke nos données. Et un dernier exemple, tout le monde utilise PowerPoint, mais tu as le format .ppt et tu as le format .pptx. Ouais. Le .pptx, c'est moins d'espace. C'est plus optimal. Fait que ce volet-là, les gens se disent « Ah, j'avais pas pensé ». Oui. Puis comment on fait pour éduquer une population entière qui a déjà commencé à utiliser des outils sans connaître ces éléments-là? Par où ça passe? Je sais que tu as ton organisme qui vise surtout les jeunes. Donc, Héros de chez nous, ça vise surtout les jeunes. C'est pour démystifier l'IA, puis les aider à comprendre ces concepts-là. Puis on peut en parler. D'ailleurs, là, c'est venu d'où, en fait, cette idée de créer l'organisme Héros de chez nous? J'avais fait des conférences depuis très longtemps pour les professionnels. Puis c'était beaucoup dans l'organisation et après, c'était à l'extérieur de l'organisation. Et puis, je démystifiais, sensibilisais, donnais des cas de figure, des cas d'exemple face à l'intelligence artificielle. Puis, l'important, c'est de vulgariser. Exemple, si on se dit, on est des personnes intelligentes, c'est juste que si c'est un domaine qui est différent, si je m'en vais voir un médecin puis c'est plein de termes médicaux et je comprends pas, j'ai juste besoin que la personne vulgarise pour comprendre. C'est la même chose aussi avec l'intelligence artificielle. Il faut juste vulgariser, donner des exemples, selon moi. Et puis, le fait aussi que mes parents, c'est des cultivateurs, il faut que je vulgarise et que je simplifie qu'est-ce que je fais. Parce que si eux commencent à être techniques avec moi, je n'ai pas le pouce faire, malheureusement. Mm-hmm. Donc, il faudra aussi qu'on vulgarise avec moi. Et donc, il y a des personnes qui m'avaient vue et qui m'ont dit, est-ce que tu aimerais ça venir présenter auprès des jeunes? Je me suis dit, OK, pourquoi pas? Et ensuite, bien sûr, lorsque je présente à des jeunes, il y a des adultes qui sont là. Et puis, de bouche à oreille, c'est là que j'ai commencé à avoir une demande qui est de plus en plus grandissante. Puis après, je me suis dit, bon, il y a vraiment une demande et un besoin chez les jeunes. Il fallait juste le vulgariser et de s'adapter à leur réalité et de rendre ça ludique. Tout le monde veut que ça soit ludique. Même nous, les adultes, on veut que ça soit ludique. Et donc, à un moment donné, je faisais ça le soir, soit le week-end, où je prenais des vacances pour le faire et c'était plus soutenable. Donc, c'est là que je me suis dit, ça fait du sens de créer un OBNL pour avoir d'autres personnes. Donc, moi, je suis la fondatrice, je crée le programme. Bien sûr, les employés peuvent aussi amener leurs saveurs, leurs épices, mais eux ont aussi aidé à faire grandir et à aller toucher beaucoup de monde aussi sur ces sujets-là. Donc là, ça fait depuis 2018. 2018, ChatGPT n'était pas encore là. OpenAI n'était pas encore sous la forme qu'il est actuellement. Et c'était pas aussi populaire. Donc, c'était pas facile nécessairement de rentrer dans les écoles secondaires. On s'entend que c'est des mineurs aussi. Il faut faire attention. Puis, au début, on a commencé par des classes après les heures d'école. Puis après, on s'était dit non, il faut vraiment absolument que ce soit dans les heures d'école, dans les classes, parce que ça se peut qu'il y en ait qui ne sont pas intéressés, mais qui vont beaucoup apprendre et que finalement, ils se disent, c'est beaucoup plus intéressant que je le pense. Oui, puis au-delà de l'intérêt, ça revient à ce qu'on disait, l'importance qu'ils comprennent puis qu'ils connaissent tout ça, même s'ils n'ont pas d'intérêt à peut-être travailler dans ce milieu-là ou juste d'avoir l'opportunité de bien comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi l'impact, qu'est-ce que ça peut amener dans l'avenir, ça, c'est ultra précieux pour eux. Fait que je comprends l'importance de s'implémenter dans
dans les classes, puis de collaborer avec les écoles, les professeurs, puis peut-être éventuellement, je sais pas si ça s'en vient ou si c'est déjà en place, mais ça pourrait faire partie du curriculum, j'ai l'impression. J'aimerais ça que ça fasse partie du curriculum. J'ai même essayé aussi des classes au primaire de deuxième cycle. Ils sont prêts. Il faut juste vulgariser, ils sont prêts et ils demandent déjà ces questions-là. Même au secondaire, ils demandent des questions sur l'éthique, ils sont curieux. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils savent pas que certains outils sont dotés d'intelligence artificielle. Il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. Et c'est de découvrir aussi leurs intérêts, comme par exemple les jeux vidéo, que, ben oui, il y a de l'intelligence artificielle qui a été utilisée. Ils sont tous des utilisateurs. Ouais. Il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. Et c'est de dire comment les faire évoluer vers des utilisateurs avertis et certains qui vont être des développeurs, et ça va être des développeurs responsables. Oui, exactement. Donc, c'est de semer une graine aujourd'hui parce que ça évolue vite. Puis, en fait, c'est ces jeunes-là qui vont travailler dans cette industrie-là aussi ou qui vont consommer ces outils-là ultimement. Fait que je pense que c'est vraiment important le travail que tu fais à travers cet organisme-là. Dans ton livre, tu parles beaucoup, de résilience. Puis, on l'a vu juste déjà, le fait que tu aies appliqué à la maîtrise 3 fois. J'ai l'impression que quand tu te mets une idée en tête, c'est comme j'y vais puis je fonce. Pour celles qui nous écoutent, qu'est-ce que tu dirais? Comment est-ce que la résilience peut être utilisée comme levier collectif? Comment cette résilience-là que tu a fait bouger les choses, t'a permis de changer, tu sais, je vais dire de changer le monde, mais j'ai l'impression que justement, c'est plus gros que juste le Québec, le Canada, tu sais, l'impact que tu as, que tu peux avoir, c'est mondial. Moi, c'est beaucoup la persévérance. Puis peut-être que je mélange les termes, mais la persévérance, c'est une chose, c'est comment je peux passer à l'action, même si je me fais refuser. Et puis pour moi, la résilience, c'est comment je me relève face à ça. Et la pire des choses, c'est qu'on nous dise non. C'est pas la fin du monde. J'ai reçu plein de non dans ma vie. Et des fois, j'ai rencontré des gens aussi qui bloquent face à « je vais peut-être recevoir un non ». De regarder c'est quoi le meilleur scénario, le pire scénario et le scénario qui peut être entre les deux aussi. Donc, par exemple, à travers la maîtrise, à travers des demandes de subventions que j'ai fait pour Héros de chez nous, où est-ce que je suis 100% bénévole par choix, à chaque fois, c'était non au début. Mais ensuite, si je ne le fais pas, mais je ne sais pas où je peux m'améliorer. Alors, cette réponse qui peut être négative ou semi-négative me permet aussi de m'ajuster. Donc, pour moi, la résilience va être comment je me suis ajustée pour être capable de continuer et de persévérer. À la fin de la journée, je me dis que me relever, je me relève à chaque jour. Et aussi de s'entourer de personnes. C'est arrivé que j'ai voulu rencontrer des gens puis ils m'ont dit non. Pas de problème. Ça arrive. Je comprends que ces personnes-là sont occupées. Et puis un jour, je sais que je vais les rencontrer. Ou tout simplement, je vais demander à d'autres personnes. Il n'y a pas juste une personne dans un certain domaine. Il y en a plusieurs. Oui. Puis, qu'est-ce que tu dirais à celles qui ont peut-être justement peur du rejet, donc qui ne vont pas poser une action par peur de se faire dire non, ou encore celles qui se font dire non, mais qui là, ils ont de la misère à se relever? Qu'est-ce que tu leur dirais? J'ai lu une citation à quelque part que je trouvais drôle, mais intéressante. Moi, je dirais d'apprendre à se faire rejeter. Lorsque tu sais qu'on va te dire non. C'est une analogie, là, c'est une hyperbole, mais il disait qu'il allait dans un restaurant, puis il demandait d'avoir un sandwich gratuit, sans payer. Puis bien sûr, les gens disaient non. OK, merci. That's it. Mais si tu essaies 100 fois... Où est-ce que j'ai vu ça? Oui, si tu essaies 100 fois, peut-être quelqu'un va te donner vraiment un sandwich gratuit. Puis on va dire que tu vas pas le prendre parce que tu veux pas, mais c'est juste de se dire, pratiquer à recevoir des non pour se rendre compte que finalement,
c'est pas la fin de notre monde. C'est un début vers une nouvelle perspective. Et puis ensuite, lorsqu'on a de la misère à se relever, mais il y a une raison pour ça. Et quelle est la raison interne? Est-ce que ça serait peut-être de consulter? Est-ce que ça serait peut-être d'en parler avec ses amis? Est-ce que ça serait tout simplement de demander, mais pourquoi? Des fois, on reçoit des noms puis on ne demande même pas pourquoi parce que le nom nous a glacés. Mais c'est de comprendre, c'est de demander des commentaires, des feedbacks. Oui, j'ai l'impression que parfois, peut-être ces personnes-là, puis c'est que de le prendre personnel, par exemple, c'est que là, ça vient atteindre ton estime, ta valeur, alors que dans des contextes professionnels, généralement, tu sais, tout est business, là. C'est aussi de se détacher de ça. Après, bon, dans les interactions du quotidien, dans les relations, c'est autre chose, mais je pense que c'est aussi une belle opportunité d'introspection. Puis comme tu l'as nommé, de dire, pourquoi ça m'affecte autant? Ça vient d'où, ça? Oui, c'est Puis quoi le de faire trigger? le travail. Oui, exactement. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? J'ai l'impression que tu as de grandes aspirations. J'ai l'impression que tu as le potentiel aussi de changer le monde. Est-ce que ça fait partie de tes ambitions? Puis si oui, quel impact tu veux avoir? J'essaie de changer le monde à ma manière, même si c'est juste un petit peu une goutte d'eau, parce que ça prend une goutte d'eau pour faire un mouvement. Présentement, avec l'OBNL, on est en train de faire une web-série qui est éducative, mais plus ludique pour que ça soit dans un plus large public pour éduquer la population. Et puis, j'ai bien hâte que ça sorte. Là, c'est en pleine conception, mais ça, c'est un projet qu'on avait déjà pensé depuis plus de 2 ans. On a déjà une web-série qui s'appelle Pause Techno IA, les métiers du futur, gratuitement sur Télé-Québec en classe avec des guides pédagogiques et TFO, la télévision franco-ontarienne, sur la plateforme Idelo. Mais là, c'est de dire, OK, c'est plus large. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, à travers mon job, c'est de continuer à aider les organisations publiques, privées, de continuer à positivement influencer, mais de manière responsable, les influenceurs à travers le Québec, à travers le Canada et à travers l'international. Puis ensuite, le livre, ça fait même pas 1 an, ça fait juste quelques mois. Ben oui, c'est en avril. Exactement. En avril. Juste en avril. Et puis de continuer à partager le message, puis de continuer à éduquer à ma manière et à sensibiliser à ma manière l'éducation autour de l'intelligence artificielle, parce que l'IA, elle est là pour rester et elle est là pour s'accélérer. Donc, c'est mieux qu'on prenne le temps d'éduquer la population. Oui. Puis, pour terminer, j'ai vu une photo récemment d'une table où il y avait le premier ministre du Canada, il y avait des figures notoires là, autour de la table. Il y avait toi avec ton tailleur lilas que j'adore. Tout le monde est en noir. Oui. Il y avait toi. Comment est-ce qu'on fait pour amener plus de femmes dans ce domaine-là, puis que les femmes aient une place comme toi aux tables où les grandes décisions se prennent? C'était une table, c'était juste la semaine passée, je crois. Donc, c'était avec le premier ministre du Canada, M. Carney, avec le ministre de l'Intelligence artificielle et du numérique, M. Solomon, et plusieurs personnes qui ont une expertise unique en intelligence artificielle. En fait, moi, je pense personnellement que les femmes ont déjà leur place, il faut qu'elles le prennent. Donc, la table est déjà mise et elle est disponible. Prenez votre place. Prenez votre place. Puis, je le dis aussi dans le livre, de viser haut, de viser fort, de parler, de partager qu'est-ce qu'on aimerait. Puis, des fois, oui, c'est une position qui peut être vulnérable. Parce que des fois, je me dis aussi, est-ce que je devrais partager qu'est-ce que je voudrais à une personne que je ne connais pas? De choisir son moment également. Mais je dis tout le temps que the sky is not the limit, the universe is the limit. Donc, à la fin de la journée, si tu continues à persévérer et à prendre ta place, tu vas avoir ta place. Mais une personne autour de moi m'a dit qu'est-ce qui est le plus important, c'est
sois bonne et pertinente dans ta job. Donc, si c'est ça ta compétence, si c'est ça qui fait de toi que tu es différente et que tu aimes ce volet-là, mais c'est clair que si tu mets de l'effort, que tu peux percer et que tu peux influencer et de changer le monde à ta manière. Oui, exactement. Puis j'ai envie de relire la phrase derrière ton livre qu'on peut voir, d'ailleurs, pour celles et ceux qui nous écoutent en vidéo. La dernière phrase, là, tu disais, puis je vais le lire, tu disais « En racontant mon parcours, j'ai envie de montrer que peu importe d'où l'on vient, même où l'on se situe sur l'échelle sociale, on peut modifier sa trajectoire et se frayer un chemin. Le pouvoir de changer les choses, c'est nous qui l'avons. » Donc, tu sais, ça revient vraiment à l'idée de « On l'a déjà en dedans de soi. Il faut juste maintenant oser prendre notre place, comme tu viens de si bien le dire. Oui, puis moi, tu vois, ce livre-là, je l'ai fait en collaboration, c'est-à-dire que je sais que je voulais collaborer avec une écrivaine qui a déjà fait son livre, qui est Malina Via. Et puis, mon préface a été faite par Dr. Joanne Yu, qui est l'ancienne présidente internationale de Médecins sans frontières, pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais ces personnes-là, je suis allée les rencontrer et je leur ai demandé, puis on a travaillé ensemble et c'était une superbe expérience grâce à K-Audition. Puis la pire des choses, c'était non. Voilà. Ça boucle la boucle. Ravi, où est-ce qu'on peut te suivre? Donc, il y a ton livre qui est disponible dans toutes les librairies, en ligne également. Sinon, où est-ce que tu es présente pour celles et ceux qui sont curieux d'en savoir plus? LinkedIn, Instagram. Donc, je suis très présente sur ces plateformes-là. Super. Donc, merci énormément pour ton temps de t'être déplacé aujourd'hui à Plein Potentiel. Puis, je veux simplement rappeler que, justement, l'intelligence artificielle, oui, c'est une innovation technologique, mais au-delà de ça, exactement, un outil, mais au-delà de ça, ça a le pouvoir aussi d'impacter positivement la société et les générations futures. Donc, on va rester à l'affût puis aller s'éduquer également. Je pense que vraiment, ça va être important pour la suite des choses, pour nous permettre, en fait, d'utiliser l'IA comme un outil, un support pour le potentiel humain, ultimement.